Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine de consolidation tranquille, on va le dire, qui se termine pour les indices européens, notamment en 4-5 séances. Le CAC 40 aura abandonné autour de 2% par rapport au point haut qui a été marqué il y a quelques jours maintenant. Une consolidation qui se fait sans pression baissière, sans relais à la baisse. Et donc ce retracement reste pour l'instant très limité avec des indices qui tournent toujours autour de l'équilibre en cette fin de semaine, avec même un biais légèrement positif pour le CAC 40 au-delà des 6650 points à mi-séance. Parmi les événements marquants de cette fin de semaine sur le plan des statistiques économiques, nous aurons des indications de prix aux États-Unis à travers l'indice des prix à la production pour le mois de novembre qui sera publié en début d'après-midi et qui donnera un avant-goût de ce qu'on aura la semaine prochaine en termes de publication d'inflation avec l'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre aux États-Unis qui sera un des derniers grands chiffres macro de l'année pour les investisseurs, avec en plus, vous le savez, la semaine prochaine les réunions de Banque centrale pour la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne notamment. Voilà pour le programme des marchés et des investisseurs. Et puis dans ce rendez-vous du vendredi, le thème des finances personnelles est le thème que nous mettons à la une à travers la question de l'investissement au féminin. Et nous en parlons dans un instant avec Charles-Henri Dovigny, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Effectivement, le vendredi, c'est finances personnelles et Charles-Henri Dovigny est avec nous, président de la F2IC. Bonjour et bienvenue, Charles-Henri. Bonjour, Guillaume. Merci d'être là. Alors, je regrette doublement l'absence de Pascal Sévy qui nous accompagne et vous accompagne généralement dans notre rendez-vous mensuel du vendredi, banquière privée chez Oddo BHF, je le rappelle, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et je la regrette doublement parce que déjà, on aime beaucoup Pascal et qu'on la regrette dans l'absolu. Mais en plus, le sujet dont on va parler avec vous aurait mérité sans doute son regard, puisqu'on va parler avec vous de l'investissement au féminin, Charles-Henri. Mais avant ça, l'actualité de la fédération, c'est cet entretien que vous avez pu avoir avec Bruno Le Maire, qui a été d'ailleurs à la une du magazine de la fédération, qui est un mensuel. Non, c'est un semestriel. Un semestriel, pardonnez-moi. Malheureusement, on n'a pas les moyens de faire un mensuel, voire même un trimestriel. Donc c'est un semestriel. Donc vous pouvez le retrouver sur le site de la fédération, f2ic.fr. Il est en libre lecture sur le site. Et oui, de toute façon, oui, on remercie Bruno Le Maire de nous avoir accordé cette interview où il met en perspective l'investissement en actions pour les investisseurs. Donc, il nous garantit une stabilité de la fiscalité. Donc ça fait déjà depuis 5 ans, mais on en prend pour encore 4 ans et demi, en tous les cas jusqu'à la fin du mandat du président actuel. Et il a évoqué aussi un sujet qui nous tient très à cœur, c'est les AG. Bien sûr. Et les AG hybrides. Bien sûr. Et il encourage la démocratie actionnariale et il demande aux émetteurs d'organiser ces AG hybrides avec une interaction en direct, c'est-à-dire de pouvoir poser ces questions en direct et de pouvoir voter en direct, puisque l'AG, comme tout le monde sait, c'est le lieu où la démocratie actionnariale peut s'exprimer. Et voter avant qu'il y ait eu débat, je trouve que c'est un peu dommage. Donc, permettons à l'ensemble des actionnaires, que ce soit celui de Lan, de Billings ou de Palévas-les-Flots, de rester chez lui, d'être connecté et de pouvoir à ce moment-là poser les questions, débattre avec la direction générale et ensuite déterminer son vote et voter directement en direct. Et non seulement la loi l'autorise, mais la loi, d'une certaine manière, oblige les entreprises à faire ce travail pour la démocratie actionnariale. Parce que depuis Bruno Le Maire... depuis 21 ans. Eh bien oui, il note bien effectivement qu'il y a certaines entreprises qui sont réticentes à mettre en place ces AG hybrides.
sous couvert d'arguments techniques ou technologiques, que Bruno Le Maire balaye de la main en disant ces obstacles technologiques ne peuvent pas être justifiés comme insurmontables aujourd'hui par des entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 qui ont largement les moyens de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de sécurité ou de problème d'égalité à travers les outils technologiques qui permettent de mener des AG hybrides aujourd'hui. Tout à fait, et d'autant plus qu'en fait, il s'appuie sur ce qui se passe dans d'autres pays européens où d'autres émetteurs organisent ça avec leurs actionnaires, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Donc, je ne vois pas pourquoi en France, on n'y arriverait pas. Voilà. Bon, rendez-vous pour la prochaine saison d'AG. Navarre, on fera le point avec vous, Charles-Henri, bien sûr. Avril, au mois de mai. On verra la progression qui aura pu être faite de ce point de vue-là. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que je note que certaines agences de notation commencent à vouloir intégrer ce critère dans leurs critères de gouvernance. Ça paraît tout à fait légitime. Et même la F2I, qui est donc l'association des investisseurs institutionnels, prend position en disant que ça devrait pouvoir être possible aussi en France. Ça paraît tout à fait légitime que ce soit un critère de bonne gouvernance d'une entreprise capable d'assurer une démocratie actionnariale à travers des assemblées générales hybrides. Il faut quand même qu'on s'y mette effectivement aujourd'hui. Bon. Rendez-vous avec la prochaine saison des Assemblées Générales en 2023, Charles-Henri. Le sujet que vous nous apportez est un sujet passionnant. Ce n'est pas un nouveau sujet. Depuis quelques années que je m'intéresse aux finances personnelles, je vois souvent revenir des études, des enquêtes et des campagnes pour promouvoir l'investissement au féminin, comme on dit. Et c'est vrai qu'à travers chacune de ces études, vous allez nous évoquer la dernière étude de l'IFOP qui a été menée sur le thème des femmes et de l'argent, j'ai l'impression que le constat est un peu toujours le même. C'est-à-dire qu'à la fois les femmes sont des gestionnaires d'argent ou d'investissement tout à fait disciplinés, et en même temps, c'est un sujet qui reste parfois très éloigné, trop éloigné, au sein du foyer, notamment pour la partie féminine du foyer, oui. Charles-Henri. Dans cette étude donc, qui a été faite pour l'association Vive, qui est donc là pour la promotion justement de l'investissement au féminin, et qui est dirigée par Sybille Lemaire, la sœur de Bruno Le Maire. On constate deux choses. La première, c'est que les femmes sont au courant de ce qu'est l'argent. Et pour elles, c'est un élément important et qu'elles gèrent en fait l'argent au quotidien du foyer. Bien sûr. Elles sont vraiment partie prenante sur ce sujet. En revanche, lorsque l'on va sur des sujets d'épargne et de financement, là, on voit des vrais écarts se constituer. Si je prends l'exemple, bon, tout le monde sait ce que c'est que des assurances-vie. Ça, 90% des Français, dans l'étude, disent on sait ce que c'est qu'une assurance-vie. En revanche, lorsque l'on va sur les termes un peu techniques, les EPCVM, là, c'est, ou même les SICAV, les jeunes générations ne savent pas ce que c'est qu'une SICAV. Que ce soit un homme ou une femme, mais plus chez les femmes que chez les hommes. Mais en revanche, chez les hommes et femmes de plus de 65 ans, on sait à peu près ce que c'est qu'une SICAV. Après, à quelle fréquence elles épargnent? Et ça, c'est là où on voit quand même une vraie différence. C'est que chez les hommes de moins de 35 ans, ils sont 43% à épargner régulièrement. Alors que chez les femmes, elles sont que 31%. C'est important. Ensuite, sur l'épargne retraite, là, on voit encore une belle différence, parce que même 28% des femmes déclarent qu'elles ne veulent pas épargner pour leur retraite. Chez les moins de 25 ans. Ouais. Le constat est assez frappant. Je suis d'accord. Bah oui. Donc, pourquoi? Ouais. Je pense qu'on va y venir à un moment ou à un autre, mais il y a un vrai sujet d'information et de communication vis-à-vis de cette population. Et ce n'est pas forcément un problème que d'éducation financière au sens strict, puisque vous l'avez dit, elles sont généralement comptables du budget du foyer, oui, qu'elles gèrent parfaitement bien. Voilà, mais alors, par exemple, si on reprend par exemple le sujet, l'argent, la finance, est-ce que c'est un domaine passionnant? Là, on est à 5% chez les femmes. Alors que chez les hommes, on est largement au-dessus.
Donc, en fait, elles ne s'intéressent pas forcément à ce sujet. Moi, je le tournerais dans l'autre sens, Charles. Et j'en ai discuté avec des CGP et des CGP femmes, bien sûr. L'industrie de la gestion d'actifs, enfin, de ceux qui conçoivent les produits à ceux qui les distribuent, est tournée vers le client final en tant qu'homme. Il y a aussi, j'allais dire quand même, du côté de l'industrie, sans doute une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on fait pour toucher cette partie de la population féminine et comment est-ce qu'on communique vis-à-vis d'une partie de la population qui est peut-être pas réceptive à la même communication qu'on peut avoir. Ça, c'est votre job, Charles-Henri, avec une autre cassette, qui est peut-être pas réceptive à la même communication qu'on peut avoir et qu'on a depuis des années sur un client, un profil de client final qui est l'homme de 50 ans, quoi, pour dire les choses. Alors, tout à fait d'accord. Alors, certains vont même aller un peu plus loin en disant il faudrait faire des produits spécifiquement pour les femmes. Moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus, parce qu'à ce moment-là, pourquoi avoir des produits spécifiques pour les femmes? Parce qu'on va mettre que des entreprises qui les intéressent. Non, je ne pense pas que ça soit vraiment utile. En revanche, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a un vrai sujet d'éducation et d'information et de communication. Et donc, il faut aussi former, justement, les distributeurs de ce type de produits et dire, attendez, vos clients ne sont pas que des hommes, mais peuvent aussi être des femmes, et aller les chercher, et à dialoguer avec elles, et voyez comment elles peuvent mettre de l'argent de côté, et vers quel type de produits elles peuvent aller. Et ça, pourquoi pas utiliser MiFID II? Qu'est-ce que permettrait MiFID II alors dans ce domaine-là? Mais quand vous posez les questions... Donc la connaissance de son client, la connaissance de son client, je vais chez mon CGP, chez mon banquier, il va me faire passer tout le questionnaire MiFID II pour savoir quel est le degré vers lequel je peux aller en termes d'investissement. C'est l'occasion de dialoguer. Et donc, ce questionnaire qui est assez anxiogène, c'est justement l'occasion de nous le rendre moins anxiogène et d'en faire un véritable parcours initiatique à l'investissement. Moi, je suis frappé quand on regarde l'étude encore l'IFOP là, pour vivre sur l'investissement en bourse. 50% des jeunes hommes de moins de 35 ans investissent en bourse. Ah oui. 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 Pour les jeunes filles, on tombe à 19. Ouais. Hein? Donc, c'est une vraie question d'autonomie financière derrière. Hein. Je veux dire, surtout quand on regarde comme ça le segment de la nouvelle génération. Non, mais je pense que, alors, oui, non, là, je suis pas d'accord parce que chez les moins de 35 ans, l'écart de salaire, il est assez ténu. Non. Hein, donc, c'est pas une question d'autonomie financière. Elles ont les moyens de pouvoir investir et d'épargner. J'entends. Hein, parce que maintenant, l'égalité salariale chez les jeunes, elle existe. Et même, je pense qu'il y a pas mal de jeunes filles qui gagnent plus que les garçons actuellement. Mais ce clivage existe aussi chez les 35-64 ans. Hein. 37% des hommes de 35 à 64 investissent en bourse, alors que chez les femmes, on est à 18% dans la même classe d'âge. C'est quand même assez... Et vous le constatez au sein de la fédération ? Alors, au sein de la fédération, Charles-Henri, c'est quoi qu'est-ce que la fédération promeut de sa perspective? C'est vrai que nous, bien évidemment, la population des actionnaires individuels, des investisseurs individuels, on est bien évidemment surreprésenté chez les hommes. Mais ce que l'on peut constater, c'est que justement chez les jeunes qui nous rejoignent, on a de plus en plus de femmes. Ah oui. Le flux nouveau arrive via les femmes, entre autres, et on est en train de, là, on a mis en place un challenge avec un certain nombre d'universités comme Dauphine, des IAE, et on voit apparaître des clubs d'investissement totalement féminins. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qui est novateur par rapport aux années précédentes. Voilà. Donc là, franchement, je pense qu'il y a un vrai sujet, et je pense que le boulot, il est à faire chez les distributeurs. Et les distributeurs, ils ont des outils pour pouvoir communiquer, dialoguer avec leurs clients, pour les inciter à venir sur ces produits que je appelle audacieux, et non pas risqués
et spéculatifs. Non, ce sont les produits audacieux qui permettent justement d'avoir un rendement supérieur au livret. Il faut une industrie un peu plus inclusive de ce point de vue-là, non? Mais oui, chacun a du travail à faire. Regardez, normalement Pascal est là. Vous voyez, donc dans cette industrie, il y a de plus en plus de femmes aussi. Ouais. Donc à elles aussi de porter les messages pour que leurs congénères viennent investir une partie de leur épargne. Bon. Vaste sujet, hein, la question de l'investissement au féminin, avec un retard effectivement de la présence féminine dans ce thème de l'investissement et de l'épargne et de la gestion de son épargne. Et puis je renvoie également donc au magazine Information, hein, le semestriel de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, et cet entretien de fin d'année avec le ministre Bruno Le Maire. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Dovigny avec nous en plateau chaque deuxième vendredi du mois à 12h30 le vendredi pour évoquer les sujets de finances personnelles. Et donc, en l'absence de Pascal Sévy, qu'on retrouvera évidemment début janvier, je vous propose de voir ou de revoir Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion, qui était avec nous hier en plateau, pour commenter, effectivement, analyser cette fin d'année sur les marchés et esquisser quelques grandes idées stratégiques en matière d'investissement pour bien entamer 2023. Il me semble que oui, et notamment pour des raisons de valorisation. Hein. C'est comme des marchés qui ont beaucoup souffert. Donc on va dire les marchés d'actions, les investisseurs actions, pour le coup, ont fait leur travail. Hein. Les valorisations étaient revues à la baisse, les perspectives de croissance bénéficiaires aussi. Les autorités chinoises communiquaient ce matin sur le fait que voilà, le virus était plus faible et que la Chine était plus forte. Et, Omicron, c'est moins grave que Delta. C'est le discours qu'on entend maintenant, enfin que les Chinois entendent à travers les médias notamment. Oui, mais la Chine est aussi plus forte parce qu'il y a quand même cette forme d'inflexion qui est en train de se mettre en place sur d'autres pans de l'économie chinoise. Alors sur la politique zéro Covid, oui, hein, on assiste à une réelle levée des restrictions sur un rythme qui est quand même plutôt plus agressif que ce qui était, on va dire, globalement anticipé. Voilà, pour le titre de l'anecdote, par exemple, il y a plus de centres de tests PCR dans la gare de Shanghai. Voilà, donc ça donne quand même une idée de ce qui s'y fait, des campagnes de vaccination qui repartent, voilà, plus de lits pour pouvoir soigner les gens qui seraient malades éventuellement. Et donc, c'est bien vers ça qu'on se dirige pour les mois qui viennent. Alors, il y a d'autres facteurs qui ont pesé sur l'économie chinoise, le zéro Covid. Il y a aussi le dégonflement de la bulle immobilière. Et là aussi, il y a des signaux encourageants. Alors, non pas que cette bulle va être reflatée, c'est sans doute pas l'objectif des autorités chinoises, mais il y a une forme de support à ce secteur immobilier. On a eu des baisses des taux d'emprunt hypothécaires. Il y a même des développeurs qui sont à nouveau, développeurs immobiliers, qui sont à nouveau autorisés à aller lever des capitaux sur les marchés d'actions chinois, ce qui avait été impossible, en tout cas ce qui ne s'était pas vu depuis 2010. Donc on voit bien plusieurs, on va dire, piliers de la croissance chinoise qui sont en train de se mettre en place. Ça a une incidence, parce que ça veut dire que la Chine, l'année prochaine, sera sans doute le seul grand bloc économique où la croissance du PIB sera supérieure en 2023 à ce qu'elle était en 2022. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Europe, ni aux États-Unis. Donc ça, c'est un vrai facteur de soutien. Et c'est un facteur de soutien. Alors, pour la Chine en premier lieu, pour la zone d'influence chinoise en Asie, évidemment. Quel type de conséquences ça va avoir pour nos économies ? Et est-ce qu'en net, on est content de voir une reprise chinoise telle qu'elle se dessine, avec peut-être, comme vous le dites, une vitesse de réaction des autorités chinoises sur le plan sanitaire, par exemple, qui est plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer. Qui montre aussi peut-être que la Chine se prépare à un affaiblissement de la demande mondiale, d'une certaine manière. Alors, en effet, on peut dire le mot, la récession, c'est le mot le plus employé en ce moment. Dans nos économies développées, elle veut dire moins de demande externe, et on le sait, la Chine exporte beaucoup, ou importe pour mieux exporter des produits finis. Et donc, il faut bien venir soutenir l'économie. Alors, on n'aura sans doute pas un mouvement de reprise ou de relance aussi fort que ce qu'on a pu voir sur les crises précédentes, dans les périodes de récession dans le monde développé précédemment. Mais quand même, ça soutient très fortement les marchés d'actions chinois.
toute la thématique de la réouverture. Donc, il y a des sociétés cotées qui opèrent dans le secteur des bars, de la restauration par exemple. Des actions dont les cours ont monté entre 50% et 100% au cours des dernières semaines. C'est un mouvement qui pourrait se prolonger, parce que là aussi, il faut prendre un peu de distance. Et on a certaines de ces valeurs dans ces secteurs-là qui traitent encore à 50% en deçà de leur niveau de 2021. Donc ça, un mouvement qui pourrait se perdurer, et d'autant que les flux, ou en tout cas les fonds qui en ont le plus bénéficié pour l'instant, c'est surtout des fonds spécialisés, des fonds d'action Chine, des fonds émergents, et pas encore les grandes gestions internationales. Et c'est vrai que avec cette inflexion sur ce qui préoccupait beaucoup les investisseurs mondiaux, encore une fois le zéro Covid, les marchés immobiliers, eh bien ça pourrait ramener des capitaux sur les marchés chinois. Donc ça devrait les aider. Et puis après, il y a sur le front des matières premières aussi, ça pourrait aider. Alors, sur le pétrole... Aider dans quel sens ? Alors, ça pourrait... aider à soutenir le prix des les métaux. Alors, le pétrole a peut-être une vie un peu à part, mais les métaux industriels, on voit, rebondissent en même temps que le marché chinois et que la thématique de réouverture de la Chine. Tout à fait. Donc, le minerai de fer, l'acier, le cuivre aussi. C'est sans doute, on va dire, une meilleure thèse d'investissement que le pétrole en tant que tel, qui lui est quand même sujet à un risque. Alors on va prendre le triple R pour faire un hommage aux autorités monétaires chinoises, mais c'est vrai qu'il y a le risque de récession, le risque, en tout cas la probabilité que le conflit russe aussi arrive à un terme et éventuellement. Et puis le troisième R, ce serait celui des réserves et des réserves stratégiques qui tardent à se reconstituer quand même. Donc là aussi, sur ce complexe des matières premières, sans doute minerai de fer, acier, cuivre, sans doute des bonnes thèses d'investissement pour les investisseurs pour les mois à venir. C'est pas des marchés qui nous indiquent une récession mondiale. Enfin, je veux dire, quand on regarde pétrole mis de côté, mais le pétrole s'effondre pas. Enfin, je veux dire, on est à $75 le baril, c'est correct, quoi. C'est faire. C'est pas non plus le signe d'une économie mondiale qui est en train de plonger. Quand on ajoute la carte chinoise dans l'équation 2023, est-ce que ça permet de réfléchir différemment à la profondeur ou l'ampleur des récessions qu'on attend en Europe, aux États-Unis ? Est-ce que c'est un adoucisseur quand même par rapport à ces thèses-là qu'on a pour nos économies développées ? Oui, alors on pourra revenir sur la séquence, parce que c'est vrai que la reprise chinoise, ça va sans doute aider la reprise, en tout cas la croissance en zone euro. Après, la zone euro, elle est aussi exposée à la croissance américaine. Ça reste son principal partenaire commercial. Et donc, s'il y a un ralentissement plus sévère que ce qui est anticipé aux États-Unis, ça nous pénalisera. Donc, nous, on anticipe plutôt, on va dire, une reprise plutôt modérée en termes de croissance en zone euro pour 2023. C'est vrai que dans ce qu'on voit aujourd'hui, la dégradation des indicateurs, c'est surtout des indicateurs avancés qui sont dégradés pour l'instant. Donc des données plutôt subjectives, des enquêtes auprès de consommateurs, sentiments de consommateurs, auprès des directeurs d'achat. Les données objectives, eh bien, elles tiennent pour le coup plutôt bien. Et donc ça veut dire que, on va dire qu'on a plutôt une trajectoire économique qui s'annonce comme une forme de... On nomme ça une illusion de la désinflation chez nous, chez Carmignac, mais on pourrait avoir un premier semestre où, justement, l'économie mondiale tient plutôt encore plutôt bien. Qu'est-ce que ça implique pour les banques centrales et comment vous vous positionnez par rapport à l'idée que le marché se fait à ce stade des décisions à venir pour les banques centrales en 2023 ? On a compris qu'on changeait de séquence. Et c'est vrai que d'une manière presque un peu paradoxale, 2022 était peut-être une année facile en termes de décisions monétaires. Alors c'est facile à dire maintenant qu'on a encaissé tout ce qu'on a encaissé, mais à partir du moment où la barrière mentale des banquiers centraux est tombée, de se dire oui, les taux directeurs peuvent et doivent remonter, on y est allé franchement, massivement, sans trop réfléchir, 75 points de base, 4 consécutives coup sur coup aux États-Unis, etc. C'était assez mécanique. Là, chaque décision aura des conséquences peut-être plus délicates à gérer. Et donc chaque décision sera peut-être sous-pesée de manière un peu plus prudente, je ne sais pas, en tout cas peut-être différente. Oui, alors on a eu ce cycle de remontée de taux d'intérêt extrêmement important. On rentre plutôt dans une phase, on va dire, plus d'observation, plus d'attentisme de la part des banquiers centraux. Donc le taux terminal, donc le taux d'intérêt maximal qui sera atteint sur ce cycle-là est anticipé à 5% aujourd'hui. Il est relativement stable, ça fait quelques semaines, quelques mois qui se tient sur ces niveaux de 5%.
sans doute là que la Réserve fédérale amènera ses taux d'intérêt. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une hausse de 50 points de base la semaine prochaine, donc 0,5%, et ensuite deux hausses de 25 points de base, donc 0,25%, et ça nous amènera sur ce taux de terminal de 5%. La question, c'est combien de temps est-ce que, on va dire, ce niveau de taux d'intérêt sera maintenu? Dans la séquence qu'on décrivait, il y a quand même, on va dire, une économie qui tient plutôt bien. Et donc, ça veut dire que ce niveau de 5%, il sera sans doute maintenu plus longtemps que ce qui est anticipé par les marchés aujourd'hui, parce que les marchés anticipent que ces taux d'intérêt américains commencent à baisser sur la deuxième partie de 2023. C'est sans doute une lecture un petit peu optimiste de ce qui pourrait se faire, même si l'économie américaine devait ralentir plus fortement que ce qui est anticipé. Est-ce que la BCE restera calée dans le rythme de la Fed, là, sur les prochaines décisions et celles de 2023 notamment? Ou est-ce qu'il y a un moment, deux histoires différentes peuvent s'écrire? Oui, les chiffres d'inflation au global ont atteint à peu près les mêmes niveaux et on a même vu un pic plus élevé atteint en zone euro qu'aux États-Unis, ce qui n'était pas franchement ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques mois, mais on est arrivé à peu près dans les mêmes étiages et pourtant on a tous en tête que la nature du choc est assez différente. Oui, tout à fait. Alors le cycle inflationniste, le point haut de l'inflation aux États-Unis, il est derrière nous. Alors on a aussi des chiffres d'inflation la semaine prochaine. C'est un CPI, c'est ça? Aux États-Unis, des prêts à la consommation, donc, magnifique. Les deux derniers ont été assez spectaculaires. Oui, donc on pourrait voir une forme de rattrapage ou de compensation là-dessus. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, sans doute pas assez fort pour faire évoluer les signaux qui sont envoyés par les autorités monétaires américaines. En zone euro... Mais ça nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri de déception encore sur le rythme de désinflation. Bien sûr. C'est ce qu'il faut comprendre. Il me semble qu'en 2023, c'est bien ça la trajectoire. C'est pour ça qu'on nomme ça l'illusion de la désinflation. C'est qu'on va passer de ce régime d'inflation à presque 2 chiffres à cette fourchette de 3-5%. Pour pouvoir ramener l'inflation à la cible des 2%, il faudra un durcissement des conditions financières bien plus important que ce qui est fait aujourd'hui. En zone euro, la Banque Centrale Européenne, elle a démarré quand même un peu plus tard. Elle est un peu plus loin du taux terminal, qui est anticipé être autour de 3%, si je regarde ce qui est anticipé par les marchés. Et là aussi, la dynamique est quand même assez différente. C'est-à-dire que les effets de second tour, donc ces boucles prix-salaire, aux États-Unis, dans un marché de l'emploi très tendu, ils se sont déjà mis en place. En zone euro, c'est moins évident. Donc c'est des choses qui pourraient... continuer de se mettre en place, ou en tout cas continuer d'avancer sur les mois à venir. Donc ça appelle plutôt à une politique monétaire assez plus dure, en tout cas, la Banque centrale. Qui continue de se durcir, parce que ce risque parce que le risque ne s'est pas matérialisé, il reste devant nous, et c'est donc encore un risque à gérer pour la BCE en permanence. Et puis aussi parce que, on va dire... il y a aussi, on va dire, la réponse à la crise énergétique. Elle s'est faite largement par des mesures de relance budgétaire. Relances budgétaires qui ont essentiellement été mises en place par les pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, qui ont la place pour le faire, qui ont les marges de manœuvre pour le faire. Accessoirement ou non d'ailleurs, mais en face de ça, il se trouve que ce sont ces pays-là qui ont un problème d'inflation beaucoup plus prégnant que d'autres. Et ça aussi, ça appelle à une réponse monétaire potentiellement plus difficile. Donc, en termes d'exposition, comment est-ce qu'on met ça en place dans un portefeuille? Eh bien, on est plutôt plus prudent sur les taux européens que sur les taux américains, clairement. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous hier, l'invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette édition. On se retrouve ce soir à 17h en direct. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.